Quand ma mère m'a demandé de reporter mon mariage pour les vacances de ma sœur, j'ai refusé. Je lui ai dit de ne pas venir si elle estimait que ce voyage entre copines était plus important que mon mariage. Je suis coordinateur de projet. Un gars plutôt normal. J'ai toujours été le plus discret, celui qui suit le mouvement pour maintenir la paix. La plupart du temps, je me contentais de faire mon travail et d'éviter les drames. Ma petite amie Nora a 29 ans et nous étions ensemble depuis 6 années incroyables. Nous parlions beaucoup de mariage. Alors, quand je l'ai demandé en mariage dans un petit parc près de notre appartement, ce ne fut pas un grand choc. Nous avons tous les deux eu les larmes aux yeux. Elle a dit oui. Et puis nous avons appelé nos familles. Ma famille, cependant, c'est une toute autre histoire. Ma mère Denise est le centre de gravité absolu. Elle n'a pas besoin de crier pour obtenir ce qu'elle veut. Les gens gravitent simplement autour d'elle. Mon père, Philippe, évite les conflits comme si c'était un travail à plein temps. Ensuite, il y a ma petite sœur, Talia, 26 ans, qui a toujours été traitée comme le personnage principal de notre histoire familiale. Mon frère aîné, Gabriel, 34 ans, est marié et essaie généralement de rester neutre, même si cela signifie laisser maman diriger le spectacle. Laissez-moi vous donner un exemple de favoritisme, juste pour que vous compreniez l'ambiance. Il y a quelques années, j'ai eu une promotion au travail, ce qui était une grande réussite pour moi. J'ai invité tout le monde à célébrer. Maman et papa ont dit oui. Mais cet après-midi-là, Talia a appelé en disant qu'elle avait des projets avec des amis et qu'elle voulait que la famille la rejoigne à la place. Mes parents n'ont pas discuté. Ils m'ont juste envoyé un texto. Désolé, ta sœur a besoin de nous. Gabriel a aussi fait faux bond. Nora et moi avons fini par manger avec ses parents, et ma famille n'a même jamais demandé comment s'était passée ma célébration. Alors, quand nous avons annoncé nos fiançailles, les premières réactions ont été correctes. Ma mère semblait heureuse, posant les questions typiques d'une mère. Mon père a dit qu'il était fier. Talia s'est enthousiasmée, parlant du mariage comme si c'était déjà fait. Gabriel a finalement envoyé un message, disant qu'il l'attendait avec impatience. Les parents de Nora, eux, étaient ravis. Sa mère a immédiatement demandé ce qu'elle pouvait faire pour aider, et son père a proposé de couvrir une partie du budget sans que cela paraisse étrange. Nora et moi n'avons pas perdu de temps. Nous voulions fixer une date, quelque chose qui nous convenait, avant que les emplois ou les projets familiaux ne puissent commencer à tout gâcher. Une fois la date fixée, nous nous sommes lancés dans les premières étapes de planification. La liste des invités en premier. Du côté de Nora, ça a été vite. Sa famille est très unie. Mon côté était plus lent, un mélange de « oui, bien sûr » et de « parlons-nous encore à cette personne ?» Mais nous avons veillé à être équitables. La famille de Nora a continué d'être formidable. Sa mère a envoyé des idées de traiteurs, a proposé de passer des appels. Son père a réaffirmé son aide financière. Son frère a même demandé s'il pouvait aider à l'installation. Ce n'était pas envahissant. C'était juste un soutien sincère. Ma famille, au début, semblait également partante. Maman a posé des questions sur les couleurs et l'ambiance. Papa a plaisanté sur son discours. Talia n'arrêtait pas de m'envoyer des liens de tenue pour elle-même. Gabriel a posé des questions sur le lieu. Je me suis laissé aller, pensant que ce serait peut-être simple en fin de compte. Ensuite, il y a mon grand-père, Antoine, le père de mon père. Il a la fin de la soixantaine, est franc, têtu, et la seule personne de ma famille qui m'ait vraiment soutenu toute ma vie. Quand j'étais enfant, si mes parents étaient occupés avec les affaires de Talia, Antoine se présentait à mes événements scolaires. Il était au premier rang à ma remise de diplôme universitaire. Même maintenant, il appelle juste pour prendre de mes nouvelles. Sans arrière-pensée. Quand j'ai dit à Antoine que j'avais fait ma demande, il a dit « Bien. Ne laisse personne gâcher tes projets. » C'est sa façon d'être fier et aussi de me prévenir parce qu'il sait exactement comment ma famille peut être. Quelques semaines après le début de la planification, ma mère a appelé. Elle avait l'air décontractée, comme si de rien n'était. Alors, à propos de cette date de mariage, a-t-elle commencé? Je ne suis pas sûr que ça convienne à tout le monde. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle n'a pas voulu être plus précise, disant simplement que certaines personnes pourraient avoir des conflits. J'ai pensé qu'elle parlait du travail ou de quelque chose de réel,
alors je n'ai pas insisté. Je lui ai dit que nous avions déjà commencé à planifier et que les gens avaient été prévenus suffisamment à l'avance. Elle a juste dit, d'accord. Mais son ton semblait lourd, comme si elle semait une graine. Après avoir raccroché, j'ai essayé d'ignorer ça, mais cette sensation familière de serrement dans ma poitrine était bien là. Nora a demandé de quoi il s'agissait. Probablement rien, ai-je dit. Et pour cette nuit-là, je l'ai vraiment cru. Nous étions fiancés. La date était fixée. La famille semblait heureuse. Pourtant, cet appel fut la première fissure. Et au fond de moi, je le savais. Je pensais que maman parlait d'un parent éloigné qui avait un engagement professionnel. Je n'ai jamais pensé que cela concernait mes propres frères et sœurs. Quelques jours plus tard, Talia est arrivée chez moi en tenue de sport et des lunettes de soleil sur la tête, l'air de revenir d'un brunch. Mais dès qu'elle s'est assise, elle est devenue sérieuse. Rémi, a-t-elle dit, la semaine de ton mariage est la même que mon voyage entre copines. Apparemment, elle et ses amis font ça chaque année, à peu près à la même période, et elle en parlait déjà comme si c'était gravé dans le marbre. Je n'étais pas au courant de cette tradition quand nous avons choisi notre date. Nous avons choisi ce qui nous convenait et l'avons annoncé tôt pour que les gens soient prévenus. Elle a dit que c'était une tradition pour laquelle les gens avaient déjà posé des congés, et que les plans étaient déjà en cours. Puis elle m'a lancé la phrase « Je ne veux pas avoir à choisir ». Nora était juste là, à la fixer. « Tu ne peux pas déplacer ton voyage ?» ai-je demandé, pas encore en colère, juste sincèrement confus. C'est des vacances. Elle peut choisir une autre semaine. Mais Talia a agi comme si je lui demandais d'annuler une opération. Elle a gémi que ce n'était pas juste, que je la mettais dans une situation terrible, et que la famille devrait compter plus que n'importe quelle date que j'avais choisie. La façon dont elle l'a dit faisait passer notre mariage pour un simple rassemblement qui pouvait être déplacé si cela dérangeait son emploi du temps. Je lui ai dit clairement, je veux que tu sois là, mais oui, si cela se résume à ça, j'attends de ma sœur qu'elle soit à mon mariage. Elle m'a fait un petit sourire serré comme si je venais de l'insulter. Elle a dit, waouh, d'accord, et est sortie en claquant si fort ma porte moustiquaire que Nora a sursauté. Plus tard ce soir-là, Nora a juste secoué la tête. Elle pense vraiment que tu es censé déplacer ton mariage pour son voyage? Je n'avais pas de bonne réponse. Cela semblait faux, même en le disant à voix haute. Puis Gabriel a appelé. Il est allé droit au but. Salut, j'ai réalisé que le week-end de ton mariage est le même que notre séminaire d'entreprise. On pouvait entendre qu'il utilisait cette voix corporative prudente comme s'il essayait de négocier un accord. Il a parlé de la façon dont cela arrivait chaque année, de l'importance que cela avait pour son rôle, de la façon dont son patron l'attendait là-bas, et que ce n'était pas une bonne chose de rater ça. J'ai demandé s'il pouvait le manquer juste cette fois-ci. Il n'a pas dit oui ou non. Il a juste répété que ce serait une décision difficile et a demandé si notre date était totalement fixe. Même ambiance que Talia, juste plus calme. Comme si mon mariage était quelque chose auquel il assisterait si cela s'intégrait parfaitement à son travail. Alors maintenant, j'étais assis là avec ma sœur qui agissait comme si je gâchais ses vacances et mon frère qui agissait comme si mon mariage était facultatif si le travail était chargé. Nora et moi étions tous les deux stupéfaits. Ce n'était pas des urgences. Personne n'était malade. Personne n'avait de vraie crise. C'était un voyage et un séminaire. Ma mère a appelé le lendemain et cette fois elle n'était pas vague. Elle a dit que Talia était vraiment bouleversée et a demandé si je pouvais travailler avec elle. Maman, ai-je dit, la date est fixée. Nous avons planifié tôt pour que les gens puissent s'organiser autour de nous. Denise a soupiré comme si j'étais difficile exprès. Elle a dit que Talia ne devrait pas avoir à manquer quelque chose d'important pour elle, comme si mon mariage n'était pas important aussi. Elle n'arrêtait pas de répéter, compromis, encore et encore. Choisis un autre week-end. Rends les choses plus faciles pour la famille. Elle a présenté les choses comme si je refusais de faire des concessions. Même si, faire des concessions, signifiait essentiellement que je déplace tout mon mariage. Je lui ai dit que nous avions déjà commencé à planifier et que nous avions de bonnes raisons pour cette date. Elle m'a traité de têtu. Elle a dit que je ne pensais à personne d'autre. Tout l'appel donnait l'impression qu'elle avait déjà décidé que j'étais le problème, et qu'elle essayait maintenant de me faire accepter cela. Après que j'ai raccroché, Nora m'a regardé.
ta mère présente ça comme si tu les blessais, et non l'inverse. Elle avait raison. Je pouvais sentir l'histoire se déformer avant même qu'elle ne commence vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Talia était allée voir grand-père Antoine. Elle espérait qu'il prendrait son parti et me ferait pression. Au lieu de cela, il est resté calme et lui a dit, clairement. Tu choisis un voyage plutôt que ton frère et tu essaies de le faire culpabiliser. C'est mal. Pas de cris, pas de longs discours, juste une ligne de vérité claire. Talia est sortie en trombe. Plus tard, elle a commencé à raconter aux gens qu'Antoine était méchant et qu'il faisait du favoritisme, ce qui est drôle parce qu'Antoine ne cajole personne. Il dit juste ce qui est vrai, même si ça ne te plaît pas. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser que c'était un problème de calendrier normal. S'il ne pouvait pas venir, très bien. Les gens manquent parfois des mariages. Mais il ne faisait pas que le manquer. Il me poussait à céder. Et quand je ne l'ai pas fait, ils ont agi comme si je les attaquais. Alors, j'ai rappelé Denise. Ma voix était calme. La date est définitive. Nous ne la changerons pas. Talia et Gabriel peuvent venir ou non, mais nous avons fini de discuter. Denise est devenue silencieuse et froide. Elle a finalement dit, bien, fais ce que tu veux. Et oui, la tension est passée de dérangeante à réelle. Je savais que plus rien ne serait simple désormais. Une fois que j'ai dit à Denise que la date était définitive, les choses ne se sont pas calmées. Elles sont devenues plus bruyantes. Talia a commencé à m'envoyer des textos comme si j'avais gâché toute son année. Un flux constant de « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tout le monde a déjà planifié. Tu me forces à choisir entre mon frère et mes amis. » Elle ajoutait des choses comme « Je pensais que tu tenais à moi » ou « Tu me fais passer en dernier encore une fois. » Si je ne répondais pas dans l'heure, un autre message arrivait. Elle n'a jamais explicitement dit « Déplace le mariage », mais c'est ce que chaque message signifiait. Nora a vu les notifications s'accumuler et m'a demandé si je voulais qu'elle réponde. J'ai dit non. Je ne voulais pas que Denise transforme ça en « Ta fiancée te contrôle ». Je l'ai gardé entre eux et moi. Même si cela nous stressait tous les deux. Les messages de Denise étaient plus courts et plus froids. Au début, c'était « La famille passe avant tout ». Puis ça a glissé vers « Je t'ai mieux éduqué que ça ». Elle m'a dit que je lui faisais honte, que les gens parlaient, que je la forçais à choisir entre ses enfants. Mon père, Philippe, est resté silencieux. Quand j'essayais de lui parler, il disait juste « Ta mère est contrariée » ou « Tu sais comment est Talia », comme si leur sentiment était mon problème, et que mon mariage n'était que l'étincelle. Gabriel a pratiquement disparu. Après m'avoir parlé de son séminaire, il a complètement cessé de répondre aux messages concernant le mariage. Je posais des questions normales comme « Tu amènes ta partenaire ou tu as besoin d'un lien d'hôtel ?» Et il me laissait en vue. Pas de dispute, pas d'explication, juste le silence. Puis j'ai appris qu'il y avait un dîner de famille chez maman et papa. Je n'étais pas invité. Ma cousine Flora me l'a raconté après coup parce que ça lui semblait juste faux. Elle a dit que c'était présenté comme une réunion normale, mais Denise et Talia l'ont utilisé pour raconter leur version. Maman disait que j'étais têtu sans raison, que je ne ferais pas de concessions. Talia agit comme si la date avait été choisie spécifiquement pour gâcher son voyage, disant aux gens qu'elle n'avait jamais compté pour moi. Ils ont même parlé de Nora comme si elle avait appuyé sur un interrupteur en moi, me transformant en quelqu'un d'autre. Quelques parents ont acquiescé juste pour maintenir la paix. Grand-père Antoine était là. Flora a dit qu'il a juste écouté. Puis il a posé sa fourchette et a dit simplement « Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il vous a donné beaucoup de préavis. Vous déformez les choses. » Pas en colère, juste clair. La table est devenue silencieuse. Denise a changé de sujet rapidement, mais personne n'a défié Antoine. Après, Flora a chuchoté. Denise avait l'air furieuse de cette manière silencieuse qu'elle a. Un peu plus tard, mon cousin Cédric a appelé avec encore plus d'informations. Denise ne faisait pas que se défouler. Elle faisait du sabotage subtil. Elle a dit à certains parents, n'y allez pas. C'est un désordre. Ou, je ne veux pas que vous soyez pris entre deux feux. Et puis elle a dit à d'autres, vous devriez y aller, mais ne postez pas de photos. Cédric a dit qu'elle avait même prévenu une tante que si tu y allais, savait que tu choisissais un camp. Elle voulait que le mariage ait l'air petit en ligne.
Quoi qu'il en soit, à peu près au même moment, papa a retiré son aide financière. Au début, mes parents avaient proposé d'aider avec la nourriture. Puis, papa a dit qu'il devait repenser le budget parce que les choses étaient tendues. Cela ressemblait à une punition silencieuse. Le soutien était retiré pour marquer un point. Nous avons dû réorganiser quelques paiements et repousser un petit acompte fournisseur au prochain salaire. Je n'ai pas demandé d'aide à Antoine. Il devait avoir entendu. Il a appelé et a demandé ce que nous devions encore payer. J'ai dit que nous nous en occuperions. Il m'a juste dit de nommer un chiffre. 2 jours plus tard, il a déposé une enveloppe et a dit « C'est pour le photographe. Tes photos ne devraient pas en pâtir parce que les gens veulent agir stupidement. Pas de leçon, pas de culpabilité, juste de l'aide. » Puis il a demandé comment Nora allait et m'a dit de m'assurer qu'elle mangeait et dormait. Nous avons continué. Liste d'invités terminée. Invitations imprimées, envoyées. J'ai quand même invité Denise, Philippe, Talia et Gabriel. Je ne voulais pas que quiconque prétende que nous les avions exclus. S'ils voulaient venir, ils pouvaient se montrer comme des adultes. Talia et Gabriel ont répondu par un non ferme. Pas d'appel, pas d'explication, juste une case cochée. Talia n'a rien écrit dans la ligne de commentaires. Gabriel a fait plus de mal parce qu'il ne m'avait pas parlé depuis ce premier appel. Denise et Philippe n'ont pas répondu du tout. Les semaines ont passé. J'ai demandé une fois, Denise a dit « On verra ». Philippe a dit « Ta mère est toujours blessée ». Il m'attendait, espérant que je paniquerais et que je changerais la date pour obtenir un oui. Nora et moi avons décidé de planifier comme s'il ne venait pas. Non pas pour être mesquin, mais parce que c'est ce que leurs actions disaient. Nous nous sommes concentrés sur les personnes qui étaient réellement enthousiastes pour nous. Principalement la famille de Nora et les cousins qui restaient en dehors de l'orbite de Denise. Antoine m'a appelé vers la fin de la semaine. Il a dit « Ne les laisse pas t'épuiser. Je serai là. » C'était la seule promesse de mon côté qui semblait solide. À ce moment-là, la ligne était claire. Ma famille voulait le contrôle, et je ne le leur donnais pas. Une semaine avant le mariage, tout s'est finalement aligné. Lieu prêt, tenue récupérée, paiements finaux réglés. Les parents de Nora avaient le calendrier sur un tableau blanc de cuisine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé que nous pourrions en fait traverser la semaine sans drame. Tard cette nuit-là, ma cousine Flora a appelé. Ne panique pas, mais grand-père Antoine est à l'hôpital. Il s'est effondré dans sa cuisine. C'était une mauvaise réaction à un nouveau médicament, pas une crise cardiaque, mais tout ce que j'ai entendu au début, c'était « hôpital ». J'ai enfilé une veste et j'y suis allé en voiture. Au moment où je suis arrivé, il était stabilisé, fatigué, mais alerte, faisant même de petites blagues aux infirmières. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'être sous observation pendant la nuit. Ils ajusteraient les médicaments et une activité légère serait acceptable après sa sortie. Denise et Philippe sont arrivés une demi-heure plus tard. Denise m'a regardé droit dans les yeux. Ce stress lui fait ça. Rémi, déplace juste la date. J'ai juste regardé. Elle l'a dit comme si notre mariage avait causé une urgence médicale. Maman, ai-je dit, le médecin vient de dire que c'était son médicament. Elle a ignoré cela. Il s'inquiète sans arrêt pour toi et ce désordre de mariage. Il est vieux, Rémi. Veux-tu vraiment risquer sa santé à cause de ton entêtement? Antoine, de son lit d'hôpital, a levé la tête de l'oreiller. Denise s'est arrêtée. Sa voix n'était pas forte, mais la pièce s'est figée. Il m'a montré du doigt. N'ose pas changer ton mariage pour des bêtises. Puis il a fermé les yeux comme s'il avait fini de parler. Denise est devenue silencieuse et est partie. Le lendemain, Antoine était stable et plaisantait à nouveau. Ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent, m'a-t-il dit. Ne les laisse pas te prendre ça. La semaine a filé. Les parents de Nora ont géré les détails de dernière minute. J'ai pris des nouvelles des quelques parents qui venaient encore. Tante Marine, quelques cousins, et la sœur plus discrète de ma mère, tante Jocelyne. La plupart de mon côté est restée silencieuse ou a envoyé ses regrets. Le matin du mariage, je me suis levé tôt, m'attendant à moitié à un texto de dernière minute de Denise. Au lieu de cela, mon cousin Cédric a écrit, juste pour que tu saches, tes parents, Talia et Gabriel, ne viennent pas.
Ils ont dit à quelques personnes que c'était trop gênant. J'ai laissé le message de côté et j'ai décidé que je n'allais pas les laisser gâcher la journée. Sur le lieu du mariage, le temps était clair, une musique douce jouait, et il y avait des sourires partout. La famille de Nora a vérifié les tables, redressé les fleurs et salué les parents. Les cousins qui sont venus m'ont serré dans leurs bras comme s'ils compensaient tous ceux qui n'étaient pas là. Puis je l'ai vu, Antoine, traverser le parking avec sa canne. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, je lui avais dit qu'il n'était pas obligé de venir. Il a balayé ma remarque d'un geste de la main. Son médecin l'avait autorisé. Apporte la canne. Ne joue pas les héros. J'ai manqué un mariage dans ma vie et je l'ai regretté pendant 40 ans, a-t-il dit. Je ne manquerai pas le tien. Lorsque la cérémonie a commencé, les sièges vides se sont fait remarquer, au premier rang où mes parents, Talia et Gabriel auraient dû être. J'ai essayé de ne pas regarder, mais mes yeux ont dévié. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Puis Nora est descendue l'allée au bras de son père, calme et sereine, et la douleur s'est apaisée. Nous avons prononcé nos vœux. Antoine a souri. La famille de Nora a applaudi. Lorsque l'officiant nous a déclarés mariés, la salle a éclaté. Ce n'était ni silencieux ni gênant. C'était vivant. Quoi que représentaient ces chaises vides, elles ne possédaient pas l'espace. La réception m'a surpris. Les parents de Nora ont maintenu l'énergie. Ses cousins ont aidé avec le gâteau. Tante Marine a pris des photos avec son téléphone. Nora riant, Antoine dansant avec sa canne. Mes cousins applaudissant pendant le toast. Plus tard, elle a dit qu'elle voulait les envoyer aux parents qui étaient restés à la maison pour qu'ils voient ce qu'ils avaient manqué. À mi-chemin du dîner, Cédric m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque et un court mot écrit de la main de Denise, « Nous espérons que tu apprendras un jour la valeur de la famille. » Un chèque mais avec des conditions. Pas de félicitations. Pas d'amour, maman et papa. Juste un coup bas et une écriture soignée. Je l'ai plié dans ma veste. Nora a vu mon visage. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Rien d'important, » ai-je dit. Quand est venu le moment de la première danse, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu à quel point la pièce était réellement pleine. Pas parfaite, pas ce que j'avais imaginé, mais pleine de gens qui avaient choisi d'être là. Cela importait plus que ceux qui ne l'étaient pas. À la fin de la nuit, Antoine m'a pris à part. « Tu as bien fait » a-t-il dit. « Tu as épousé quelqu'un de solide. Ne laisse pas le bruit te suivre. » J'ai hoché la tête et j'ai essayé de fixer le moment dans ma tête, la musique s'estompant, sa main sur mon épaule, le calme qui s'était enfin installé. Le lendemain matin, Nora et moi avons fait nos valises tranquillement. Nous n'avons pas posté où nous allions ni dit à personne. Nous sommes partis pour notre lune de miel sans un mot. Pas d'horaire, pas de contact, juste partis. Pour la première fois depuis des mois, cela semblait paisible. Les premiers jours, c'est resté calme. Le 4e matin, j'ai décidé de vérifier mon téléphone pour la première fois. Dès que je l'ai allumé, les notifications ont explosé. Appels manqués, alertes de discussion de groupe et des dizaines de messages de cousins auxquels je n'avais pas parlé depuis des mois. La première chose que j'ai vue était un post de tante Marine. Elle avait téléchargé quelques photos du mariage. Nora et moi descendant l'allée, grand-père Antoine souriant au premier rang, le père de Nora portant son toast. Sa légende disait, certaines personnes ont manqué quelque chose qu'elles ne pourront pas refaire. Les photos ont commencé à se répandre rapidement. Quelqu'un les a partagées dans l'un des groupes Facebook de notre ville natale, et de là, ça a explosé. La section des commentaires s'est transformée en un débat houleux. Des gens qui connaissaient notre famille depuis des années ont commencé à dénoncer le favoritisme évident. Quelques-uns ont écrit des choses comme « pas surpris ». Denise a toujours chouchouté Talia, ou « Philippe ne défend jamais rien ». D'autres ont parlé du passé, ma famille manquant des choses pour Talia, mes anniversaires, ma remise de diplôme, ce vieux dîner de promotion. Tout était mis au grand jour. Puis ma cousine Flora a posté un court clip qu'elle avait filmé à la réception. C'était Nora et moi dansant lentement, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Sa légende était simple, l'amour gagne. Ça a décollé. Les gens l'ont repartagé, commentant des choses comme « c'est ce que la famille devrait célébrer et tant mieux pour lui de vivre sa vie ». J'ai vu tout cela plus tard dans des captures d'écran. Mon téléphone était éteint jusqu'à ce 4e matin.
C'est ce qui a finalement fait exploser Denise. En quelques heures, elle a commencé à commenter sous les posts de parents au hasard. Des choses comme « Vous ne connaissez pas toute l'histoire » et « Nous avons fait des choix pour une raison ». Quand les gens ont demandé ce qu'elle voulait dire, elle est devenue défensive. Elle a posté un long statut qui disait « Parfois, la famille doit protéger sa paix ». Même lorsque des étrangers déforment les choses, les gens adorent jouer les martyrs en ligne. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Les gens n'y croyaient plus. Ce même soir, le chat de groupe familial a explosé. Denise était furieuse que Marine ait posté les photos et que Flora ait partagé la vidéo. Elle les a qualifiées d'irrespectueuses et les a accusées d'essayer de l'humilier. Talia est intervenue, disant que tout le monde alimentait l'histoire de victime de Rémi, insinuant que je manipulais les gens avec des photos comme si j'avais mis en scène mon propre mariage juste pour les faire mal paraître. Plusieurs cousins ont commencé à riposter. L'un a écrit « Il vous a invité. Vous n'êtes pas venu. Ce n'est pas de la manipulation. » Un autre a dit « Vous avez manqué le mariage de votre propre fils et maintenant vous êtes en colère que les gens se soient amusés. » C'est à ce moment-là que Denise a commencé à expulser des gens du chat. Quiconque n'était pas d'accord avec elle a été retiré. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste fait défiler les captures d'écran que les gens m'envoyaient. Nora a juste secoué la tête et a dit « Ils sont en train de brûler leur propre maison. » Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un message de Sophie, la partenaire de Gabriel. Elle s'est excusée de me contacter mais a dit qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle m'a dit que Gabriel n'avait pas voulu manquer le mariage. Il avait prévu de venir jusqu'à ce que Denise et Talia commencent à l'appeler tous les jours. Elles l'ont fait culpabiliser, lui ont dit que s'il me soutenait, il trahissait la famille. Elle a dit, Gabriel a finalement cédé parce qu'il ne pouvait plus supporter la pression. Selon elle, Denise a même dit, s'il ne nous est pas loyal, il n'est plus mon fils. Gabriel a craqué et a dit à Sophie qu'il irait plutôt au séminaire. Sophie a dit qu'elle regrettait de l'avoir laissé céder et voulait que je sache qu'il ne l'avait pas fait par haine. Je l'ai remerciée d'être honnête. Je ne la blâmais pas, ni même Gabriel entièrement. Je me sentais juste fatigué. Pendant que tout cela se passait en ligne, grand-père Antoine a décidé de gérer les choses à l'ancienne. Il s'est présenté chez mes parents sans prévenir. Le frère de Flora, Cédric, était là pour déposer quelque chose et m'a raconté ce qui s'est passé plus tard. Antoine est entré, s'est assis à la table de la cuisine et a demandé à papa de s'asseoir en face de lui. Denise a essayé de rôder, mais Antoine l'a regardé et a dit « Je parle à mon fils ». Il a dit à papa qu'il était resté silencieux trop longtemps. Il a énuméré les choses une par une, en commençant par des années auparavant. Tu te souviens quand Rémi a obtenu son diplôme universitaire et que tu es parti tôt pour la fête de Talia? Tu te souviens quand tu as manqué son dîner de promotion parce qu'elle était triste à cause d'une rupture? Tu as choisi les sentiments d'un enfant au détriment de la vie d'un autre pendant des décennies. Papa n'a pas interrompu. Antoine a continué. Il lui a dit que ce mariage était le résultat d'années de déséquilibre, pas d'une seule dispute. Il a dit, tu l'as déçu quand il était enfant, et tu l'as déçu à nouveau en tant qu'homme. Tu penses que le silence est la paix, mais tout ce qu'il a fait, c'est d'apprendre à tout le monde que tu peux être poussé. Cédric a dit, papa est resté assis là, le visage dans les mains. Denise a essayé de se défendre une fois, disant, ce n'est pas juste, Antoine. Et il a rétorqué, juste, ça aurait été de te présenter pour ton fils. Quand Antoine est parti, il leur a dit, si vous ne pouvez pas arranger ça, au moins arrêtez de mentir à ce sujet. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un appel de mon père. Il pleurait avant même de parler. Il a dit, ton grand-père est passé. Il a dit des choses que j'aurais dû dire il y a des années. Sa voix s'est brisée. J'ai honte, Rémi. Je t'ai déçu. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste laissé parler. Il a dit qu'il avait finalement dit à Denise que si elle ne s'excusait pas et n'arrêtait pas ses bêtises, il demanderait le divorce. Il a dit qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il ne réparait pas les choses d'une manière ou d'une autre. C'était la chose la plus courageuse que j'ai entendue de sa part. Mais le courage et le passage à l'acte ne sont pas la même chose, surtout pour quelqu'un qui survit en évitant les tempêtes. J'étais assis sur le balcon de l'hôtel, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant mon père s'effondrer pour la première fois de ma vie. Il n'arrêtait pas de dire qu'il aurait aimé prendre position plus tôt, qu'il aurait aimé venir au mariage, qu'il aurait aimé être plus fort.
Quand l'appel s'est terminé, j'ai fixé le téléphone pendant longtemps. Nora est sortie et a demandé « C'était qui ?» Je lui ai dit « Mon père ». Elle a demandé ce qu'il avait dit. J'ai dit « Il a finalement craqué ». Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis a hoché la tête. « Tu le crois ?» Je n'ai pas répondu. Je voulais le faire, mais j'avais passé trop d'années à le voir s'excuser en silence. Pour l'instant, j'étais juste choqué qu'il ait finalement dit quelque chose à voix haute, mais je n'étais pas prêt à croire que cela durerait. Pendant quelques mois après l'appel de papa, tout est devenu calme. Pas de nouveaux chats de groupe, pas de message de culpabilité, pas d'urgence soudaine, juste le silence. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne s'est pas allumé avec un nouveau problème familial. Tous les 2 jours, Nora et moi sommes retournés à une vie normale. Travail, projet de maison, petit dîner entre amis. Grand-père Antoine a appelé, parfois jamais à propos du drame, juste pour demander comment nous allions. Puis, de nulle part, Denise a commencé à envoyer des textos. Ça a commencé par de petites notes inoffensives. Comment va le travail? Comment va Nora? J'ai vu un film qui m'a rappelé toi. Pas le vieux ton de culpabilisation, du moins pas encore. Elle agissait comme si tout avait été réinitialisé, comme si le mariage n'avait même pas eu lieu. J'ai envoyé de courtes réponses, puis j'ai arrêté. Finalement, elle a écrit « Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Il est temps d'avancer. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas d'excuse. Nous avons tous dit des choses, était sa façon de transformer un choix en un malentendu. Quelques semaines plus tard, ma cousine Flora a appelé, hésitante. Alors, Talia se marie. Oh, j'ai dit que Talia s'était fiancée des mois plus tôt, mais avait gardé le silence pour éviter les drames. Denise aidait à planifier comme si la famille était guérie. Grande cérémonie locale. Beaucoup de parents. Nora a entendu. Tu penses qu'elle va nous inviter? Elle ne devrait pas, ai-je dit. Mais elle le fera. 2 jours plus tard, l'enveloppe est arrivée. Blanc uni. Invitation standard. Pas de mots, pas d'accusé de réception, juste la date, l'heure, et Monsieur et Madame Philippe et Denise vous invitent au mariage de leur fille, Talia. Cela ressemblait à un défi d'agir normalement. Nora l'a lu. Ils s'attendent vraiment à ce que nous y allions comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, Talia a envoyé un message. Pas de bonjour, juste sa version du maintien de la paix. Je sais que les choses sont devenues compliquées, mais je suis prête à te pardonner si tu viens au mariage. Il est temps de passer à autre chose. Nora a levé les yeux au ciel. Tu veux répondre? Oui, ai-je dit, mais pas sérieusement. J'ai tapé, oh, désolé. Nous ne pouvons pas venir. Nora a rendez-vous pour se faire les ongles ce week-end-là. Puis j'ai envoyé. Cela correspondait à sa vieille excuse. Léger, égocentrique, méprisant. Cela disait la vérité sans combat. Ses priorités ne m'importaient plus. Elle l'a lu instantanément et est restée silencieuse. Des heures plus tard, Denise a envoyé un texto furieux, me traitant de cruel et d'immature, disant que je faisais mal paraître la famille. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, la vraie vague a frappé. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Tante Rita et tante Jocelyne, les sœurs de Denise, sont arrivées en mode contrôle des dégâts. Même Jocelyne, qui était venue à notre mariage, faisait maintenant écho à Rita, paragraphe après paragraphe. Rita, tu brises le cœur de ta mère. Tu l'as punie pour une seule erreur. Jocelyne, la famille se dispute, Rémi, mais tu ne peux pas porter la haine pour toujours. Rien de tout cela ne mentionnait ce qui s'était réellement passé. Quand je suis resté silencieux, elles ont ajouté des hameçons de culpabilité. Ta mère ne dort pas. Elle pleure tous les jours. Sois la personne la plus mature. Nora m'a dit de les bloquer. J'ai tout mis en sourdine. Les cousins ont commencé à signaler une division. Certains disaient d'y aller pour la paix. D'autres disaient que j'avais raison de rester à l'écart. Tante Marine m'a défendu sous l'un des postes de Talia, il vous a tous invités à son mariage. Drôle de voir comment cela est oublié maintenant. Denise l'a supprimé en 1 heure. Les parents de Nora étaient aussi solides que jamais.
Sa mère les a laissés raconter leurs histoires. Tu vis déjà la vérité. Son père, si elle te pardonne, c'est qu'elle se considère toujours comme la victime. Tu ne peux pas gagner avec des gens comme ça. Nous avons refusé de passer les week-ends à ruminer. Nora a réservé un petit chalet à quelques heures de route. Quand la date est arrivée, nous avons fait nos valises, désactivé les notifications et sommes partis tôt. Le trajet était calme dans le bon sens. Des arbres, une route dégagée, Nora fredonnant à la radio. Nous avons mangé dans un petit restaurant où personne ne nous connaissait. Pour la première fois, tout ce désordre semblait lointain. Cette nuit-là, sous un ciel assombrissant, Nora a dit, « Tu sais, il parle probablement de toi en ce moment. » Oui, ai-je dit, mais au moins je n'ai pas à l'entendre. Nous sommes rentrés 2 jours plus tard. J'ai allumé mon téléphone pour les messages attendus. Denise, tu devrais avoir honte. Ta sœur a pleuré quand elle a réalisé que tu ne venais pas. Tante Rita, tu as fait valoir ton point. Ça suffit maintenant. Philippe, j'aurais aimé que tu viennes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Une semaine plus tard, Flora a appelé, mi-amusée, mi-épuisée. Tu as manqué un spectacle. Le mariage avait été tendu. Denise n'arrêtait pas de me mentionner, disant aux gens que je gardais toujours rancune. Talia m'a mentionné dans son toast. Elle a souhaité que tout le monde puisse laisser le passé derrière soi. Les gens étaient mal à l'aise. Certains sont partis tôt. Nora a ri. Bien sûr, elle a fait de ton absence une partie de son discours. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'avais fini. Pas de vengeance, pas de plan, pas d'attente d'excuses, juste fini. Le week-end suivant, Nora et moi avons imprimé quelques photos de notre propre mariage et les avons accrochées dans le couloir. De vrais sourires, des gens qui étaient venus, pas de fausses excuses attachées. Le mariage de Talia est passé. Au lieu de la culpabilité, j'ai ressenti un soulagement. 2 ans se sont écoulés sans beaucoup de bruit de mon côté de la famille. Nora et moi avons déménagé, changé de travail, construit une petite vie qui n'incluait pas de drame constant. J'entendais encore des choses par des cousins de temps en temps. Le mariage de Talia s'est effondré en 1 an et demi. L'histoire changeait selon la personne à qui vous demandiez. Certains disaient que son mari était parti. D'autres disaient qu'elle l'avait poussé dehors. Dans tous les cas, le résultat était le même. Divorcés avant leur 2e anniversaire. Je ne l'ai pas célébré, mais je ne mentirai pas. C'était étrange d'entendre qu'elle traversait quelque chose de réel et qu'elle ne pouvait enfin plus s'en sortir par la manipulation. Denise l'a géré exactement comme je m'y attendais. Elle est allée en ligne, postant des paragraphes sur la façon dont Talia avait tout donné à quelqu'un qui ne la méritait pas. Elle l'a de nouveau peinte comme la victime parfaite, comme elle le fait toujours. Aucune mention de ce que Talia avait fait de mal, aucune réflexion, juste « ma pauvre fille » et une série de citations inspirantes vagues. Philippe est resté principalement silencieux pendant tout cela. Son grand moment, « je divorcerai si elle ne change pas », n'a pas réellement conduit au divorce. Mais quelque chose en lui a changé. Il a cessé de participer au drame public de Denise. Parfois, il aimait mes publications sur les réseaux sociaux. Rien de grand, juste de petites choses comme une photo de Nora et moi dans un parc. Il n'a jamais commenté, n'a jamais contacté. C'était comme s'il essayait de montrer un soutien silencieux sans affronter Denise de front. Le mal était déjà fait. Puis un après-midi, j'ai reçu un texto de Gabriel. Court et simple, on peut se voir ? Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Il avait l'air fatigué. Pas de grande discussion au début, juste du café et des petites choses. Puis il a dit, j'aurais dû te défendre. Tu ne méritais pas la façon dont tout le monde t'a traité. Il m'a dit qu'il avait finalement accepté que Denise et Talia étaient toxiques, que l'excuse du séminaire ne valait pas la peine de perdre sa relation avec son frère. Il a dit que Sophie le poussait depuis des mois à arranger les choses. Il ne les a pas défendus, n'a rien justifié, a juste dit, j'ai tout gâché. Cela n'a pas tout réglé. Mais c'étaient les premières vraies excuses de la part de quelqu'un de cette famille. Je lui ai dit que j'appréciais. Et pour une fois, je le pensais vraiment. Nous avons fini le petit déjeuner, payé l'addition, et il a dit, tu mérites la paix, mec. C'était la dernière chose qu'il a dite avant que nous partions, et ça m'est resté.
Peu de temps après, Nora et moi avons découvert que nous attendions un enfant. Nous n'avons rien posté en ligne. Nous n'avons informé que quelques personnes, celles qui avaient prouvé qu'elles se souciaient de nous, grand-père Antoine, les parents de Nora, et une poignée d'amis proches. Tous les autres pouvaient l'apprendre quand ils l'apprendraient. Il a fallu environ 2 semaines à Denise pour en avoir vent par un cousin éloigné. Elle a envoyé un texto qui a commencé poliment et a rapidement tourné au vinaigre. Il disait « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant comme tu as puni ta famille. Tu aurais pu me le dire en premier, mais je suppose que je n'ai plus d'importance. » Je n'ai pas répondu. Nora l'a lu une fois et a dit « Bloque-la. » Alors, je l'ai fait. Puis, nous avons bloqué Talia aussi, juste au cas où elle déciderait de recommencer. Cette nuit-là, j'ai raconté à Antoine ce qui s'était passé. Il a dit, tu ne peux pas construire une nouvelle famille si tu gardes l'ancien bruit dans les murs. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Quand le bébé est arrivé, tout a changé d'une manière qui semblait réellement paisible. La maison était pleine mais calme. Rire, nourriture, tranquillité, nuit tardive. 3 jours après notre retour de l'hôpital, Antoine est apparu tenant une petite boîte enveloppée dans du papier brun uni. À l'intérieur se trouvait une douce couverture bleue et un petit camion en bois. C'était les tiens, a-t-il dit. Tu traînais ça partout. Il a tenu mon fils un long moment. Puis il m'a regardé et a dit, ce gamin n'a pas besoin de bruit, juste d'amour. Les mois ont passé. Les choses sont restées calmes. De temps en temps, je voyais les publications de Denise apparaître via des connexions mutuelles. Toutes vagues, toutes apitoyées, essayant toujours de faire paraître son camp tragique. Je ne les ai jamais cliquées. Puis, une nuit, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était court. Félicitations. Puis-je rencontrer ma nièce ou mon neveu? La photo de profil était vierge, mais l'écriture la trahissait immédiatement. Talia. Après 2 ans de silence, c'était tout ce qu'elle avait à dire. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» Juste passer directement à faire semblant que tout allait bien à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé un instant. Nora m'a vu regarder mon téléphone et a demandé « Qui est-ce ?» Je lui ai dit « Talia. » Elle a dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et c'est la question avec laquelle je suis resté. Après tout, le mariage manqué, les mensonges, les voyages de culpabilité, les années à être traité comme une pensée après coup, une partie de moi se demande si le pardon en vaut même la peine. Elle n'a jamais assumé ce qu'elle a fait. Elle a juste tourné la page quand elle avait besoin de quelque chose. Je ne lui ai pas encore répondu. Peut-être que je ne le ferai pas.